exécuter sans déborgage, on peut faire ceci. Donc là, exécuter sans déborgage, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on peut voir ici que l'application s'ouvre. On voit que notre application web ici a deux pages, une page Home et une page Privacy. Voilà à quoi ressemble une application simple en ASP.NET Core MVC. Comment ajouter une vue, nous avons vu comment transmettre les paramètres d'une vue au contrôleur. Ceci est une bonne introduction, comment débuter une application ASP.NET Core. Maintenant, nous allons essayer de voir, nous n'avons pas encore travaillé avec les modèles ici. Donc, la prochaine chose que nous allons faire, nous allons essayer d'ajouter un modèle ici qui va nous permettre de travailler avec l'application. Nous allons ajouter ici un modèle. Appelons ceci une classe. Nous allons appeler ceci Customer. Donc, le Customer ici, c'est le modèle que nous voulons utiliser pour notre application. Donc, nous allons ici ajouter des propriétés comme ceci. Donc, nous allons avoir le nom du Customer. Nous allons avoir l'adresse du Customer. Nous allons avoir la ville du Customer. Nous allons avoir la région. Et nous allons avoir le code postal. Par exemple, nous pouvons aussi avoir le pays, le numéro de téléphone. Nous voyons comment ici l'intelligence artificielle nous aide vraiment à remplir toutes les informations que nous voulons. Et voilà, nous allons nous arrêter là. Donc, on voit bien que l'intelligence et l'intelligence artificielle de Microsoft dans parfaitement comprendre qu'un customer doit avoir les propriétés name, adresse, city, région, postal code, country, etc., etc. Ceci a été rempli automatiquement juste en tapant sur la commande tab. Donc, si votre éditeur ne le fait pas, peut-être votre éditeur n'est pas à jour, mais vous pouvez également écrire toutes ces propriétés manuellement comme je l'ai fait là. Voilà, nous avons ici ajouté notre modèle. Maintenant, comment utiliser notre modèle dans notre application? Nous allons maintenant connecter notre modèle à une base de données. Donc, considérons que nous avons ici généré notre modèle. Nous allons essayer maintenant de faire en sorte que ce modèle puisse fonctionner avec une base de données que nous pourrons utiliser pour faire la mise à jour de notre base de données. Donc, dans ce cas, nous avons créé le modèle. Ensuite, nous devons aller au niveau du contrôleur et nous allons créer ce que nous appelons le scaffolding. Nous allons venir ici comme ça. Nous allons avoir ici ce que nous appelons en anglais scaffolding ou alors c'est un nouvel élément généré automatiquement. Donc, ceci va nous permettre de générer tout un modèle dans une zone. Nous allons ici utiliser le contrôleur MVC. Ceci va nous permettre en même temps de générer la classe de communication avec la base de données en utilisant le framework Entity Framework qui nous permet ici de pouvoir faire la lecture et l'écriture dans la base de données de façon dynamique et assez facilement. Donc là, nous allons cliquer ici Ajouter. Donc maintenant ici, le système nous demande quel est le modèle de la classe. Nous avons déjà ici défini un modèle pour notre classe qui s'appelle Customer. Nous allons regarder ici, nous allons chercher Customer que voici. Ensuite, le système nous demande la classe Database Context. Nous ne l'avons pas encore créée, donc nous allons faire ceci. Nous allons cliquer sur Ajouter. Et là maintenant, l'application nous propose de générer une classe avec le nom Web App MVC Context. Ça prend en fait le nom de notre solution que nous avons qui est Web App MVC. Donc nous pouvons laisser ça comme ceci pour l'instant. Nous disons Ajouter. Et maintenant, il nous demande quelle est la base de données que nous allons utiliser. Nous allons laisser ici SQL Server, qui est notre base de données par défaut que nous avons déjà configurée dans notre machine, qui est déjà installée. Donc, si vous n'avez pas encore SQL Server installé dans votre machine, nous vous prions de regarder l'une de nos vidéos qui permet d'installer et de configurer SQL Server. Maintenant, nous allons choisir les configurations ici. Nous allons dire, nous voulons que le système puisse générer des vues, générer les scripts de bibliothèque et également utiliser une page de disposition. Voilà. Donc, la page de disposition, c'est quoi en fait? C'est le layout que nous avons ici. Nous avons déclaré ici, nous avons un layout ici. Donc, en sélectionnant ceci, ça va utiliser le layout que nous avons dans l'application. Voilà. Donc, nous pouvons changer ici, mais nous allons laisser parce que déjà, le layout est déjà défini par défaut. Maintenant, le système nous propose le nom du contrôleur. Puisque la classe s'appelle Customer, le système nous dit, je vais vous générer un contrôleur qui va s'appeler Customer Controller, ce qui est parfait. Nous allons dire Ajouter. Donc maintenant, Visual Studio va nous générer un contrôleur. Ça va nous générer des vues correspondantes à la mise à jour, la création et la suppression d'un customer dans une base de données SQL Server.
Donc, nous allons laisser Visual Studio générer toutes les composantes nécessaires. Et voilà. Là, maintenant, tout ceci a été généré. Nous pouvons constater que quoi? Nous pouvons regarder ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Nous pouvons constater bien évidemment qu'il y a un nouveau contrôleur ici qui a été ajouté qui s'appelle Customer Controller. Nous avons ici un contexte qui est ajouté. Le contexte, en fait, comme je disais, c'est la classe qui permet la communication directe avec la base de données que nous avons. Nous avons ici une méthode index ici qui s'appelle getCustomer. Cette méthode ici va nous permettre d'afficher la liste des customers que nous avons dans notre base de données. Nous avons ici une méthode detail qui a été générée qui permet ici d'afficher les détails d'un customer ou bien d'un client. Nous avons la méthode create ici qui nous permet ici de créer un client. Nous avons deux méthodes create. Nous avons une méthode create ici qui nous permet d'afficher uniquement le formulaire et nous avons une méthode post ici qui est toujours create qui nous permet de créer vraiment maintenant le client lorsque l'utilisateur remplit les informations. Ensuite, nous avons également une page edit et nous avons également une méthode ici edit qui nous permettra d'éditer tout ce que nous voulons. Nous avons ici la méthode supprimer et la confirmation de la suppression. Nous allons voir tout ceci dans un instant. Maintenant, nous allons constater également que nous avons ici un répertoire customer qui a été créé. Ce répertoire ici contient également les fichiers créés que nous avons dit. Nous avons le fichier delete, le fichier details, edit, et so on. Nous allons voir tous ces fichiers. Donc, nous avons ici le fichier create. Nous pouvons voir le contenu du formulaire create ici. Nous avons une forme qui a été générée avec l'action create. Nous avons le formulaire qui a les différents champs que nous avons dans notre modèle customer ici. On a name, adresse, city, région, postal code, country, phone number et fax. Donc, on peut voir ici que nous avons toutes ces informations ici. Région, postal code, country, phone number, fax. Et voilà, nous avons toutes ces informations. Maintenant, nous avons un répertoire ici qui s'appelle data, qui a été généré. Et là, dans le data, nous avons le contexte. Qu'est-ce que le contexte ici fait? On peut faire ceci. On voit que le contexte ici, lui, il génère une classe avec des options. Et cette classe ici a une composante qui est un DB7. Un DB7, en fait, c'est un élément qui correspond à normalement une table dans une base de données. Voilà, donc là maintenant nous avons tout ceci qui est mis en place. Nous allons essayer d'accéder à une méthode dans le contrôleur customer et nous allons voir ce qui va se passer. Donc nous allons enlever ceci. Nous allons mettre ici customer ou nous pouvons mettre index ou pas comme nous avons déjà dit. Donc nous allons mettre tout simplement customer. Ceci va loader la page index. Et voilà, nous avons une exception qui apparaît ici. Ceci nous dit, nous ne pouvons pas nous connecter à la base de données. Le login a échoué pour l'utilisateur Chaps Solution, qui est l'utilisateur connecté à l'application que nous avons ici. Donc, nous allons revenir ici. Nous allons voir que dans le fichier de config, nous avons quelque chose qui a été ajouté ici automatiquement. C'est ce bloc de code. Ça veut dire que pendant la génération du code, nous avons ceci qui a été généré dans l'application, comme nous pouvons voir ici. Maintenant, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que pendant la génération, quand nous appelons ici la méthode index, le système essaie de se connecter à la base de données pour aller lire les informations du customer qui sont dans la table customer. Mais le système se heurte à un problème de connexion. Nous ne pouvons pas nous connecter à la base de données. Voilà, donc comme nous avons dit, nous avons ici une erreur de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas accès à la base de données ou alors la base de données n'existe pas tout simplement. Nous avons donc quelque chose qui reste. Nous avons ici la console de gestion de package que nous avons ici, PM. Nous devons ici créer la base de données avec Entity Framework. Nous avons le code qui a été généré, mais la base de données n'a pas été générée. Pour ce faire, nous devons faire ce que nous appelons une migration. Une migration, c'est quoi? C'est une commande Entity Framework qui nous permet en fait de générer du code qui va permettre à la communication avec la base de données. Ceci va nous permettre de générer une base de données qui n'existe pas encore dans notre système. Donc, nous allons ici appeler la méthode dans la console de gestionnaire de package add migration.
Donc, cette méthode-ci va permettre de créer la migration que nous allons exécuter pour générer notre base de données. Parce que là, la base de données n'existe pas. Nous allons appeler ceci initial migration. Donc, nous allons appeler ça migration initiale. Nous allons exécuter et voir ce qui va se passer. Donc là, l'application va builder normalement et ça va nous générer un autre fichier qui s'appelle migration. Nous avons un nouveau répertoire qui s'appelle migration qui a été créé. Ce répertoire contient deux fichiers. Le modèle snapshot, ici, qui est en fait l'image de la base de données actuelle. Et nous avons le fichier initial migration, qui est la migration qui est censée s'exécuter à la base de données. Qu'est-ce que cette migration fait? Cette migration nous dit créer une table avec le nom customer. Cette table doit avoir une colonne ID qui est un int. Cette table doit avoir un nom, adresse, city, région. Donc, nous avons toutes les colonnes que nous avons définies dans notre application qui vont apparaître dans la base de données. Et ensuite, on constate bien évidemment que la colonne ID a été automatiquement signifiée comme identity 11. Ça veut dire que cette colonne va s'incrémenter automatiquement à chaque insertion. Et ensuite, nous avons une contrainte qui a été ajoutée automatiquement primary key sur la colonne ID. Ça veut dire que la colonne ID dans notre base SQL Server sera une colonne qui sera une primary key, une clé primaire. Maintenant, nous avons aussi une classe qui s'appelle down. La classe down ici permet en fait d'annuler l'opération qui a été faite par la classe up. Donc, quand nous exécutons une migration, la méthode up va être exécutée. Et si nous voulons annuler une migration, la méthode down, qui est dans le même fichier, va être exécutée. Ceci va donc supprimer la base de données avec la commande drop table. Donc, là maintenant, nous avons initialisé la migration. Mais jusque-là, si nous exécutons l'application, nous allons voir qu'effectivement, la base de données n'existe toujours pas en fait. Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire, la connexion n'existe pas. Maintenant, pour que la base de données soit générée dans l'application ou bien dans SQL Server, nous devons exécuter une autre commande ici. Cette commande, c'est update database. Donc, en exécutant cette commande-ci, ce script-ci, cette migration va s'exécuter dans SQL Server automatiquement et générer une base de données avec la table customer. Donc, nous allons ici exécuter ceci. Là, on voit la compilation qui a été successful. On peut voir ici effectivement que quoi, nous voyons que la migration a été exécutée à la base de données. Nous pouvons voir ici tout le script qui a été exécuté. Nous avons ici exécution de la commande texte, begin alter database. Ensuite, nous avons créé une table. Voilà, nous avons exécuté la commande create table avec tous les paramètres qui ont été ajoutés. Tout ceci a été fait successful. Et nous avons enfin une table qui s'appelle Entity Framework Migration History qui ajoute une nouvelle ligne qui nous dit que la base de données a été modifiée. Donc, si on fait ceci, et nous constatons que quoi, et nous pouvons voir maintenant, bien évidemment, que la page customer maintenant s'affiche parfaitement. Nous avons maintenant ici index, nous avons create new. Donc, si nous revenons ici dans notre contrôleur, nous voyons bien évidemment maintenant que la page index que voici s'affiche parfaitement. Nous avons ici, nous revenons ici. Nous avons ici index, customer. Donc, nous pouvons ici dire maintenant que la page s'appelle ici customer. Et nous allons mettre customer ici, que nous allons enregistrer. Et voilà, on voit bien que nous avons customer ici. Create new. Donc là, maintenant, nous avons toutes les colonnes qui sont vides. Nous allons cliquer ici, create new. Nous voyons bien évidemment que le formulaire de la création maintenant existe. Nous avons le formulaire. Donc, si on va dans la page create maintenant ici, effectivement, nous avons ici les formulaires avec toutes les informations qui existent. Qu'est-ce qu'on constate? On constate bien évidemment que le système a une validation qui est en place. Nous voyons ici validation, ASP validation for names. Nous allons dire cette adresse ici est à Québec. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, nous avons le fax aussi qui concerne les informations au hasard. Là, voilà. Maintenant, nous pouvons ici essayer de créer. Nous allons créer. Et voilà, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que la liste des utilisateurs maintenant, ça nous renvoie à la page customer. Nous avons ici customer. Après la création, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici les informations qui sont validées. Et en fait, nous avons le save change ici qui permet de
ajouter un utilisateur. Ensuite, nous allons rediriger l'utilisateur vers la page index que voici. Donc, l'utilisateur est renvoyé à la page index ici, avec la liste des informations qui étaient ajoutées. Maintenant, l'utilisateur peut modifier ces informations en cliquant ici. Il va dire plutôt il y avait une erreur ici. Normalement, ça, c'est le code postal n'était pas le bon. Le code postal, normalement, devrait être ici. Disons ici comme ceci. Ça devrait être ici la région. Nous devons plutôt mettre la région comme ceci ici. QC, qui est de la région, et nous devons enlever ici, par exemple, Québec, parce que c'est déjà inclus ici. Donc voilà, nous considérons qu'il y avait des erreurs, nous avons modifié ça, et nous disons Save. Et voilà, on constate qu'effectivement, tout fonctionne de bien vu. Nous avons ici le lien aussi détail qui doit nous lister les utilisateurs. Nous cliquons détail, ça nous montre toutes les informations de l'utilisateur qui proviennent directement de la base de données. Maintenant, on va se poser la question, où est cette base de données mystique que nous ne voyons pas? Nous voyons les informations que nous insérons dans la base de données. Nous allons avoir ici explorateur d'objets SQL. Nous allons chercher parmi ces utilisateurs ces bases que nous avons ici. Et nous voyons bien évidemment que dans le local database de MySQL que voici, nous avons une base de données qui s'appelle Web App MVC Context. Donc, si on fait ceci, nous allons voir dans notre fichier si nous revenons dans Explorateur de solutions, dans App Setting, on peut bien voir effectivement que la base de données ici s'appelle Web App MVC avec tout ceci ici. Donc, nous avons ici notre base de données. Donc là, que voici, nous pouvons ici voir bien évidemment que nous avons une table qui s'appelle Customer ici, avec les colonnes que nous avons prédéfinies, que voilà. Donc là, nous pouvons faire ceci, afficher les données. Et là, nous pouvons voir que nous pouvons exécuter une requête sur notre base de données SQL en étant tout simplement dans Visual Studio. Donc, on voit que nous avons cette possibilité de voir le contenu de notre base de données qui est là. Donc, nous rentrons dans la page index ici que nous avons. Nous allons voir ici en bas, nous avons trois liens, Edit, Detail et Delete. Donc, quand on clique ici sur Edit, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous envoie, si on regarde en bas ici, nous avons tout juste en bas ici, si on regarde là, quand on fait ceci, ça nous envoie vers Edit 1. Donc, ça veut dire quoi? Quand on met ASP Action ici, si nous avons le tableau, voilà, nous avons ici Action, Edit, ça veut dire que nous allons ici aller vers le lien de l'action Edit en utilisant le paramètre ID. Donc, si on regarde ici, nous allons voir que nous avons la méthode ici, ou l'action Edit, avec un paramètre qui est ID. Donc, en spécifiant uniquement le nom de la méthode dans Action, le système comprendra que si nous n'avons pas précisé le contrôleur, ça veut dire que le contrôleur se trouve dans le même contrôleur que le fichier index que nous avons ici. Dans le cas contraire, si le contrôleur se trouve dans un autre fichier, nous devons ici mettre ASP et nous devons indiquer le contrôleur qui dans ce cas est Customer. Donc, et voilà, nous avons ici contrôleur, Customer. Donc, si on exécute ceci, nous allons voir que nous n'avons rien changé. Mais du moment que nous nous situons dans le même contrôleur, nous ne sommes pas obligés de spécifier ici ASP contrôleur. Donc, si on fait ça, nous allons rafraîchir, nous allons voir que rien ne change. On clique sur Edit, ça fonctionne comme ça fonctionnait, no problème. Et voilà, nous avons ici la région qui est QC, que voilà, nous avons Save, voilà. Donc, nous avons ceci. Back to List. Donc, Back to List, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est dans la page détail. Si on va dans détail ici, dans détail, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que nous avons ici Display for Name. Nous avons ici Display for le contenu. Donc, on a Display for Name qui est le label qui s'affiche, que voici, Name. Et nous avons ici Display for, ça met le contenu de ce que nous avons dans la variable ici. Donc, nous allons voir ici le contenu, c'est chaps. Voilà. Donc, pour chaque propriété, ça nous génère ce bloc de code qui est des listes déterminées HTML en fait. Donc, c'est DT qui est data term et DD qui est data definition. Voilà. Donc, pour chaque propriété, ça nous génère ce bloc-ci que nous pouvons voir ici. Et en bas, nous avons également le lien Edit que voici et le lien Back to List qui nous envoie vers la méthode principale de Customer que voici. Donc là, nous avons besoin également de nous rassurer que nous avons ici notre
Customer qui s'affiche ici en haut comme menu. Donc, pour ce faire, nous allons ajouter un menu pour Customer. Dans ce cas, nous venons ici, nous cherchons notre layout. Nous allons ici, disons, ajouter un nouveau menu. Dans ce menu, nous allons plutôt avoir ici Customer, que voici. Donc, dans Customer, nous allons avoir ici Index et nous allons appeler ceci Customer, que voilà. Là, maintenant, nous exécutons ça. Nous allons avoir un nouveau menu ici, Customer. Et voilà, Customer apparaît maintenant ici dans le menu. Nous avons ça ici. Nous pouvons ajouter un nouveau Customer comme ceci. Nous allons mettre ici Alexandre, Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le fax c'est 1, 2, 3. Donc, nous allons mettre là. Et voilà, nous avons un nouvel utilisateur qui est ajouté ici. Un nouveau client. Félicitations à Monsieur Alexandre. Nous pouvons voir ici ces paramètres, ces caractéristiques. Nous avons ici l'édition que nous pouvons faire. Donc là, nous avons vu comment nous pouvons créer un modèle dans l'application maintenant. Nous avons vu comment créer le modèle. Nous avons vu comment créer un contexte qui permet de générer la base de données. Nous avons vu comment nous pouvons générer un contrôleur avec toutes les méthodes nécessaires pour la création, l'édition et en fait la suppression. Donc, nous avons ici la méthode supprimer que nous n'avons pas encore vue. Nous pouvons cliquer ici sur supprimer. Donc, quand on clique sur supprimer, ça nous renvoie vers une page qui s'appelle confirmation de suppression, qui est ceci. Dans confirmation de suppression, nous allons ici obtenir l'utilisateur. Nous allons vérifier est-ce que l'utilisateur existe ou pas. Dans le cas contraire, on retourne not found. S'il existe, on affiche la page ici. Donc, si nous mettons ici, par exemple, 5, un utilisateur qui n'existe pas, on fait OK. Voilà, on voit, ça nous retourne erreur 404. 404 veut dire la page n'existe pas. Parce que nous avons dit ici tout simplement retourne not found. Donc, l'utilisateur n'existe pas. Et voilà. Donc là, nous sommes là. Nous pouvons revenir à notre liste principale. Nous pouvons modifier, supprimer. Nous avons déjà vu la suppression maintenant. Nous allons maintenant voir ici comment le poste fonctionne. Nous allons mettre un breakpoint dans l'application et débugger l'application. Donc, nous allons venir ici, mettre des breakpoints là. Nous allons essayer de débugger l'application. Nous allons maintenant lancer l'application ici en mode debug. Donc, si on clique sur Customer, effectivement, on voit bien évidemment que la méthode index est exécutée ici. Nous avons le contexte qui est là. Nous avons Customer ici. Donc, pour bien voir le résultat de l'opération ici, nous allons mettre ici variable customer qui est égal à ceci. Nous allons mettre point virgule ici et nous allons retourner le customer ici. Donc là, nous enregistrons ça, nous exécutons de nouveau. Nous allons stopper. Nous allons relancer l'application. Donc là, maintenant, nous allons cliquer sur customer. On constate que quoi? La requête s'exécute ici avec le contexte sur la table customer et nous avons obtenu deux utilisateurs. On peut bien voir ici que nous avons un utilisateur qui a le paramètre ID 1 avec toutes les propriétés que nous avons ici. Nous avons ici le deuxième utilisateur également qui est là. Donc, avec le debug, nous pouvons voir exactement comment les opérations s'exécutent dans l'application. Nous allons mettre ici les breakpoints un peu partout ici. Nous allons continuer et nous voyons que ça s'exécute. Maintenant, si on clique sur détail, on voit qu'il y a aussi le ID ici qui est 1. Est-ce que ID est égal à nul? La réponse est non. Donc, nous allons exécuter ici pas à pas. Nous allons là. Maintenant, nous allons essayer d'obtenir l'utilisateur dans la base de données en utilisant first and default de Entity Framework qui fait ceci. Et là, nous avons un client qui a été retrouvé avec le ID numéro 1 que voici. Maintenant, on dit si le customer n'est pas trouvé, on retourne nul, on retourne not found. Dans ce cas, c'est faux. Et là, maintenant, nous allons appeler notre vue qui va afficher notre client qui a dans la page détail que nous avons ici. Et voilà. Nous allons dire continuer. Nous pouvons mettre aussi un breakpoint, je pense, ici à l'intérieur. Je pense que ça devrait... il ne fonctionne pas toujours ici. Bon, voilà. Voilà, si on fait ça, et voilà, on voit bien que là, nous pouvons effectivement nous rendre compte que nous sommes passés dans le fichier details qui se trouve dans Customer. Donc là, tout est parfait. On va dire continuer. Et voilà, nous avons ceci. Donc là, maintenant, nous pouvons modifier pour rendre la page un peu plus belle et sexy. Dans ce cas, nous allons dire ici, au lieu de mettre détail ici, nous allons mettre le nom de l'utilisateur. Ça veut dire que nous allons mettre ici que c'est les détails de l'utilisateur 1X. Nous allons mettre ici, disons, modèle. Et nous allons mettre name. Voilà. Donc, nous allons associer le nom de l'utilisateur ici au titre. Donc, c'est censé nous ajouter son nom ici en haut. Donc, si on va dans détail,
On va choisir détail maintenant. Nous allons voir l'utilisateur, son nom va apparaître quelque part. Voilà, on voit bien chaps ici et detail. Donc voilà, si on peut enlever détail ici, on va voir tout simplement que nous avons chaps qui apparaît en haut. On va cliquer là, compiler, hotshot. Et voilà, on voit chaps qui apparaît en haut là, donc customer ici. Au lieu de mettre customer comme ceci, nous allons afficher le nom de l'utilisateur tout simplement ici en haut, le détail, comme ceci. Nous allons mettre ici modèle et son nom. Voilà, on va cliquer ça. Ça devrait changer customer ici et mettre le nom de l'utilisateur. Et voilà, nous avons l'utilisateur chaps qui apparaît maintenant ici. Donc voilà comment on peut modifier la page. Maintenant, considérons que l'utilisateur doit avoir un email. Quand on regarde ici, on peut se rendre compte que l'utilisateur n'a pas d'email. Ben, ce qui n'est pas souvent correct parce que généralement, l'utilisateur doit avoir un email ici. Nous allons ajouter un nouveau champ ici qu'on va appeler email. Nous avons ajouté un nouveau champ qu'on appelle email.